Nous allons passer à la deuxième table ronde, intitulée « Expérimentation régionale sur la relation cancer du sein et travail menée par le Nouvel Institut et le Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord ». Donc j'appelle à la table Christine Furon, qui est médecin du travail au Centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord, Cindy Mortreux, directrice du laboratoire d'éthique et innovation du CDG 59 aussi, et Frédéric Lacaze, qui est chargé de mission handicap à la mairie de Toulouse, à la métropole de Toulouse, et qui fait partie aussi du comité des usagers du FIP. Donc on va commencer tout de suite avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale du Nord. J'ai une question à vous poser. Pourquoi le centre de gestion s'est emparé du sujet de l'accompagnement au maintien dans l'emploi pour les personnes présentant un cancer du sein? Et en quoi a consisté l'expérimentation? Bonjour à tous. La santé au travail et le maintien en emploi, ça fait partie des priorités du mandat de notre président du CDG. Et notre DGS, qui était là pendant l'expérimentation, a toujours été très investi dans les projets innovants et le domaine de la prévention et du maintien en emploi. Et elle a été tout à fait partie prenante dans notre projet. L'expérimentation qui a été menée par le centre de gestion, elle fait partie d'un projet beaucoup plus vaste, piloté par le Nouvel Institut, dont nous avons la déléguée générale qui est présente aujourd'hui, que je ne vois plus, Pascal Levé, voilà, voilà. Et Jacques Bernon qui l'accompagne aussi, qui a participé, qui était partie prenante, qui menait, pilotait l'enquête. Donc cette expérimentation a été soutenue par différents partenaires institutionnels, dont le FIPHFP. Au démarrage, l'étude, elle s'est tenue dans le champ du secteur privé, avec différentes entreprises qui ont été impliquées. Et c'est dans un second temps que ce projet s'est étendu aux collectivités territoriales et aux établissements publics en fonction publique territoriale, dont le CDG. Donc à l'origine du projet, le constat, c'est que le travail peut être constructeur de santé. Effectivement, des études ont montré que conserver une activité professionnelle pendant le parcours de soins et après, bien sûr, quand cela est possible et accepté par le salarié, participe à l'amélioration de la qualité de vie des malades. Je tiens à souligner qu'il est effectivement nécessaire d'élargir nos représentations sur ce sujet. Et comme le disait le docteur Martin, et comme en parlait également ma collègue docteur Galliègue tout à l'heure, le maintien en emploi et ou le travail, la reprise pendant le cancer est toujours quelque chose qui pose problème. Et en particulier, en tant que moi, médecin du travail, l'expérimentation m'a permis d'élargir ma représentation et de changer mon point de vue et de sortir du modèle qu'en fait, quand le malade est considéré comme vulnérable et fragile, il vaut mieux qu'il soit protégé et exclu systématiquement du monde du travail. Les objectifs de ce travail de recherche, c'était tout d'abord pour les agents de permettre à ceux qui le souhaitent de poursuivre leur activité, une activité professionnelle, de les aider à choisir quelle option sera la plus adaptée pour articuler travail et santé. Pour les collectivités, il s'agit de les outiller face à des situations individuelles complexes d'un point de vue de la gestion statutaire notamment, de lutter contre l'absentéisme de longue durée
et de permettre du coup d'assurer la continuité du service public. Et en troisième lieu, de sécuriser la situation de maintien ou de reprise de l'agent. Pour les institutions, d'un point de vue plus général, l'objectif est de bâtir des politiques publiques plus en adéquation avec les réalités de terrain et du coup d'innover dans le champ du maintien en emploi. À la suivante. Pour le déroulé de l'expérimentation pour la partie centre de gestion 59, donc un groupe de travail a été mis en place en 2021, un groupe qui était constitué de chercheurs du Nouvel Institut, d'agents de différentes collectivités et établissements publics de la région, donc le centre de gestion, la région Hauts-de-France, la ville de Lille. Il s'agissait à la fois d'agents ayant vécu la maladie, de managers ayant accompagné des agentes touchées par le cancer du sein, de médecins du travail, psychologues et assistantes sociales. Des entretiens ont été menés en collectivité par les chercheurs dans notre département, donc du Nord, donc Lille, région, CDG et des plus petites collectivités comme Gondecourt, Somain. Et ils sont intervenus également dans d'autres villes et d'autres régions comme Toulouse, nos collègues ici, Paris, Lyon. La question suivante a été posée aux personnes concernées soit directement, soit indirectement par le cancer du sein. Donc, comment faire pour continuer à travailler avec ou après un cancer ? Ces entretiens ont permis la rédaction de récits stylisés. Donc des récits stylisés, c'est-à-dire que plusieurs expériences peuvent être, font partie d'un même récit. Et l'objet de ces récits est de raconter en fait une histoire qui va parler à des personnes qui ont été confrontées à de mêmes difficultés. On imagine qu'ils se reconnaîtront plus dans ces récits que dans des conseils d'experts. Et il s'agit de montrer aux agents qu'ils peuvent devenir experts de leur propre situation de travail. Donc des exemples de récits qui ont été faits donc, ici dans notre région. Donc il y en a 24 en tout. Donc voilà, ça a été donc, des arrangements en zone grise pour continuer à travailler, bifurquer après un cancer, un travail aménagé qui compense en partie les difficultés. Et en fait, c'est la lecture croisée des différents récits qui a permis de dégager des pistes d'action, dont ma collègue ici présente va pouvoir vous présenter. Merci, Dr. Piron. Madame Mortreux, quels ont été les apprentissages durant cette expérimentation? Qu'est-ce que vous en retenez? Du coup, pour rappeler un petit peu le contexte du centre de gestion, c'est un établissement qui accompagne les collectivités territoriales qui sont adhérentes. Il y a chez nous un service de prévention avec une équipe pluridisciplinaire, médecins du travail, psychologues du travail, infirmières du travail. On a des spécialités aussi autour de tous les types d'accompagnement individuels qui existent. Et en parallèle, ce qui est monté depuis 3 ans, c'est un laboratoire d'éthique et innovation, avec la partie innovation qui vise finalement à se réinterroger sur les pratiques et sur les méthodologies qu'on peut mettre en place pour pousser davantage nos accompagnements, à la fois les accompagnements de type individuel qui permettent à l'agent finalement d'être acteur de sa reprise, mais également les accompagnements des collectifs de travail, des organisations et des élus, enfin en tout cas tous les corps qui accompagnent le travail en tant que tel. Et donc, pourquoi je reparle de ça? Parce qu'en fait, le fond du sujet du CDG, que ce soit de la direction de la prévention ou des autres directions, c'est quand même de remettre le travail et la place de l'agent au cœur des activités. Et donc les premiers apprentissages, en tout cas de l'expérimentation qui a été faite avec les récits, ça a été dans un premier temps avec le Nouvel Institut de se reposer sur les différents modèles, sur l'existant de ce qui est, des types d'accompagnement en maintien dans l'emploi qui existaient. Donc finalement, le premier temps, ça a été un temps de synthèse. Ce qu'on a repéré, c'est que finalement, il y a 3 modèles d'accompagnement en maintien dans l'emploi qui sont mis en place. Un premier modèle qui est le modèle commun, historique, qui est finalement fixé aussi en matière
d'accompagnement. Alors, je reprends un peu mon propos, je me suis un peu perdue, mais en grosso modo, les 3 modèles, ils sont axés sur le fait qu'on a un prisme différent de la vision du travail, chacun. Et donc, on va construire son modèle d'accompagnement en fonction de sa représentation de ce que c'est le travail. On l'a entendu tout à l'heure dans les témoignages, vous avez des agents qui vont dire, pour moi, le travail, ça se fait après le parcours de santé et de rétablissement. Il y en a d'autres qui vont estimer que le travail, c'est quelque chose de réhabilitant pour soi et qu'ils ne sont pas uniquement leur pathologie, et donc ils sont aussi ce qui constitue le travail. Donc du coup, ils vont s'orienter vers d'autres types d'accommodements du travail. Et donc l'idée, c'était de définir un peu, c'est quoi ces 3 modèles qu'on a trouvés ensemble et c'est quoi leurs axes forts, leurs points de faiblesse et comment on peut faire preuve de souplesse là-dedans. Donc on a un premier modèle qui est le modèle historique, donc modèle de base, maintien en l'emploi, que vous connaissez à peu près tous, privé ou public, hein. C'est que concrètement, j'ai un cancer, je suis en arrêt long, et une fois que je suis rétablie, que tous les médecins ont donné leur aval, dans ce cas-là, on peut envisager ma reprise. Et bien souvent, on met en place des outils comme le mi-temps thérapeutique, temps partiel thérapeutique, CLM fractionné, tous ces outils-là qui permettent de reprendre le travail dans des conditions jugées comme optimales, selon des process qui sont préétablis finalement, parce que c'est des outils qui sont normés, normalisés. Donc on rentre dans des cases pour accompagner ces personnes, avec aussi des aménagements de poste en fonction des restrictions physiques, quand il y en a, en fonction des pathologies et des façons dont ça a été traité. Donc ça, c'est un premier modèle qui existe. À côté de ça, on a d'autres modèles qui cohabitent. Le deuxième modèle, c'est le modèle plutôt axé sur l'accompagnement individuel. Donc, ce qu'on va considérer comme accompagnement individuel, c'est aujourd'hui, on a de plus en plus de collectivités qui montent au sein de leur organisation des équipes pluridisciplinaires dans lesquelles vous allez avoir le médecin du travail quand c'est possible, les infirmières du travail, les psychologues du travail, les ergonomes, les assistantes sociales, les infirmières, le référent handicap qui joue aussi un rôle important de lien entre le manager, le DRH et toute l'équipe médicale. Donc vous allez avoir un agent qui va être cette fois-ci considéré dans son individualité pour sa reprise de travail. Toutefois, la pathologie, elle est encore un peu un sujet tabou. On va le contacter finalement quand on sait qu'il va à peu près bien et qu'il est à peu près prêt à reprendre. On est vraiment dans l'à peu près, et donc du coup on va commencer à l'accompagner peut-être 4, 5, 6 mois avant le tampon où on dit ça y est, demain tu reprends le travail. Et donc là, dans ce cadre-là, l'agent il est toujours considéré comme patient, l'agent devient acteur. Donc c'est en ça où ce système il est intéressant, c'est que cette fois-ci, il y a tout un système d'accompagnement individuel qui se met en place avec une orientation aussi un peu coaching finalement. Si on voit que l'agent il a besoin d'être boosté dans sa confiance en lui, on va peut-être utiliser la sphère psycho du travail ou la sphère coaching. Si on voit que c'est plutôt de l'aménagement de poste, on va plutôt appeler l'ergonome. Si on voit que c'est plutôt des difficultés financières qui sont liées quand même à des parcours complexes administratifs dans la fonction publique, et donc avec toute la sphère financière qui en dépend, dans ce cas-là, ça va être l'assistante sociale qui va accompagner. Donc finalement, l'agent, il est patient, mais il est aussi orienté d'un endroit à un autre, et à chaque fois, il va dépendre, sa reprise va dépendre de la façon dont on avance dans les différentes sphères. Donc ça, c'est le deuxième modèle qui a son avantage également, qui se superpose aussi parfois avec le premier modèle de maintien dans l'emploi, puisque vous allez avoir des moments où on va travailler sur toutes ces sphères-là quand on démarre la reprise. Et enfin, il y a un troisième modèle qu'on a jugé intéressant, qui est un modèle qui a été défini par le Nouvel Institut comme un modèle fondé sur les accommodements de travail flexibles et les initiatives concertées. Donc concrètement, ça correspond à quoi dans les faits? C'est quand vous avez l'agent qui est en arrêt et qui est isolé et qui dit mais moi je me considère pas comme agent patient ou patient d'abord. Pour moi, ce qui me fait vivre et ce qui me fait réagir et sourire, c'est mon travail. Donc dans ces situations-là, il y a des liens de confiance qui sont créés avec les équipes, les managers, et donc il y a parfois des missions un peu qui sont travaillées sous cap, du type, voilà, dans mon service, il y a tout un travail de devis qui n'est pas fait depuis des années, ou d'études qui n'est pas fait, tiens, est-ce que tu ne peux pas m'aider là-dessus? Et donc du coup, entre parenthèses, à côté, pendant mon arrêt de travail, je vais continuer à occuper des missions
pour maintenir le lien avec mon employeur, maintenir le lien avec mon équipe, mon manager, mais également garder cette connaissance et ce lien avec l'environnement de travail, qui est source d'épanouissement, qui est constructeur de santé. Donc là, c'est un peu à ça que ressemble ce troisième modèle. On est vraiment dans une forme de maintien bricolé, non officialisé finalement, jusqu'à ce qu'on arrive aux étapes administratives qui permettent de l'officialiser. Donc voilà un peu notre premier apprentissage, c'est déjà de théoriser, reformaliser ces trois modèles-là. Et de ces trois modèles-là, du coup, on a déterminé 4 grandes leçons, alors grandes leçons de vie ou 4 doctrines, je ne sais pas quel est le bon terme, mais en tout cas 4 axes qui vont nous faire vivre au CDG dans l'élaboration des prochaines méthodologies d'accompagnement qu'on est en train de construire. Donc le premier axe, c'est de se dire, chose facile, hein, premier axe, on entend depuis ce matin, c'est que d'abord, l'agent, c'est son premier acteur en termes de santé et de sa reprise. Ça veut dire que son avis est autant important que l'avis médical. On doit reconnaître autant qu'un médecin de prévention, un médecin de conseil, une infirmière. Alors on peut avoir des conseils du médecin qui peut vous dire est-ce que vous êtes sûr que là ça va le faire parce que dans 3 semaines, 1 mois, c'est pas dit qu'avec le traitement ou ceci, cela, ça aille moins bien ou pas plus. Enfin voilà. Donc l'idée c'est de se dire aidons la personne à créer cet espace qui lui permet d'être reconnu en tant qu'acteur de sa santé et sachant de sa santé et de son évolution. Donc ça, c'est notre premier axe. Deuxième axe, c'est de se dire, ça on se le dit beaucoup et depuis longtemps, c'est que le parcours de santé d'un agent en arrêt long, le parcours administratif est parfois un peu complexe, parfois incompréhensible. Non, vous n'êtes pas d'accord? Moi, des fois, j'ai un peu du mal à le comprendre, en tout cas. Donc ça, c'est un des aspects qui est travaillé ici en interne en interne du CDG depuis 3 ans par les équipes de Christine. C'est de rendre visibles et accessibles ces différentes étapes d'information, parce qu'il y a la sphère santé qui est touchée, mais il y a aussi la sphère financière et la sphère sociale qui sont touchées. Et quand on met l'énergie sur la santé, on n'a pas forcément toute l'énergie à mettre sur la sphère financière et à aller s'occuper des contrats administratifs de ma vente de maison ou d'achat de maison. Voilà, donc c'est des choses qui sont à côté, mais qui ont une importance dans le cycle de l'agent. Donc ça, c'est le deuxième point, c'est de rendre plus visible, plus accessible les étapes juridiques et administratives. Le troisième point, ça va être de travailler nos accompagnements avec 2 notions clés. La première, c'est la notion de proximité. Alors oui, il y a le lien de proximité entre le médecin, l'infirmière, le psychologue du travail et l'agent, ou le référent handicap et l'agent, mais le lien de proximité, c'est aussi rendre finalement, comme j'ai envie de préciser, plutôt rendre un espace qui permette à chacun d'avoir sa place et d'être finalement dans l'écoute active des 2 parties qui permettent de co-construire ensemble là-dessus. Et donc ça, c'est la notion de proximité. La deuxième notion, qui est la notion de souplesse, c'est que on a un monde idéal qui est le monde administratif, on a le monde réel qui est l'organisation du travail. Et l'organisation du travail, les ressources humaines sont des choses qui sont importantes à prendre en compte et dans laquelle, aujourd'hui, on doit s'attacher, nous, en tant que CDG, à représenter aussi cette souplesse, en tout cas de travailler à de nouvelles formes de réflexion autour de ces sujets de souplesse dans l'organisation, alors sans refaire toutes les lois et tout ça, parce que ce n'est pas notre rôle, mais en tout cas de tendre à réfléchir à des nouveaux modèles pour la suite d'action. Et enfin, le 4e point, c'est de considérer la doctrine qui est le travail est constructeur de santé et doit être abordé en priorité comme un outil de réhabilitation. Merci Cindy. Et du coup, quelles sont les perspectives envisagées? Alors, on a environ 7 actions, ce qui est beaucoup, mais on a la chance d'être challengé par le FIPH avec Mme Chavot et Fleur Sagnier, par le nouvel institut
qui ne nous lâche pas et qui nous réinterroge toujours dans nos pratiques et dans nos réflexivités. Il y a aussi les entreprises qui sont source d'inspiration pour nous, comme EDF ou Sanofi, qui ont mis en place des choses. Et il y a aussi les collectivités qui nous poussent, en fait, dans les situations complexes qu'elles rencontrent, à nous faire évoluer dans nos pratiques. Et donc, de ça, on a planifié sur l'année 2024-2026 cette intention d'action qu'on a plus ou moins démarrée et qu'on va vous co-présenter avec Christine. Tu veux prendre la main sur... Parce que c'est toi qui la connais mieux, celle-là. Ouais. Alors, sur le guide des agents en arrêt, effectivement, à l'origine de ce guide, c'était le constat que le malade qui était à la fois confronté à la maladie, en plus devait être confronté à la complexité de tous les problèmes administratifs qui émaillent voilà, le parcours de l'agent en arrêt. Et donc ce constat avait été fait à la fois lors d'une recherche-action sur la santé mentale avec le CNAM qui avait été fait parallèlement avec ce projet cancer du sein. Et du coup, on a souhaité simplifier et expliquer clairement toutes les étapes et les ressources dont pouvait disposer l'agent du début de son arrêt jusqu'au retour en emploi. Et donc, on a fait ce guide qui est téléchargeable sur le site du CDG 59. Parce qu'il est vrai que quand on voit tout ce qui est souvent fait, ça concerne toujours, alors tout ce qui est le secteur privé, on a toujours pas mal de facilités, mais tout ce qui est fonction publique, c'est non seulement plus complexe et difficile à obtenir. Donc pour avoir ces infos, on a ça. Un autre guide qui est cette fois-ci destiné à l'employeur, donc c'est le guide du maintien en emploi qui avait été déjà créé par le CDG 59 en 2012 et qui est en cours de mise à jour et qui sera disponible d'ici la fin de l'année. Donc son objectif est d'informer les employeurs et les services RH des collectivités, les gestionnaires RH, de toutes les démarches à suivre et les acteurs à mobiliser pour le maintien en emploi de l'agent. Et ils sont abordés notamment tout ce qui est les questions d'inaptitude, de restriction d'aptitude, de reclassement, de période préparatoire au reclassement, de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, etc. La fiche de liaison, donc ça c'est toujours donc dans le cadre du maintien en emploi. Donc le CDG et une des psychologues du service avaient travaillé avec l'ISTNF et du coup des entreprises et des médecins du travail du privé sur une fiche de liaison entre les professionnels de santé. Donc le constat de départ, c'était que l'agent, quand il doit commencer à retracer son historique de santé à chaque professionnel qu'il rencontre, parce que il y a déjà son médecin, éventuellement son oncologue, plus les médecins experts pour la fonction publique, plus le médecin du travail, ça commence à faire un petit peu beaucoup, et se pose le problème également que, en termes de secret médical, que le médecin du travail ne partage pas le secret médical avec les soignants. Et donc, du coup, a été imaginée cette fiche de liaison qui est détenue par l'agent, et à chaque étape de son parcours, dès qu'il rencontre un professionnel de santé, il peut présenter cette fiche au professionnel qui y met ce qu'il estime nécessaire pour tout ce qui concerne une éventuelle reprise de travail. Les chercheurs du Nouvel Institut ont apporté quelque chose à cette fiche qui est en lien avec ce qui a été dit précédemment, c'est-à-dire d'ajouter un encadré qui concerne l'agent, c'est-à-dire l'agent étant lui-même expert de sa santé, c'est lui qui est l'expert, eh bien, il n'y a pas de raison qu'il ne s'exprime pas sur cette fiche et sur sa propre situation. Donc, il est plutôt normal de lui demander d'écrire un petit peu son avis, et une fiche explicative a été jointe à cette fiche de liaison pour que l'agent comprenne bien ce qu'on attend de lui dans la rédaction, même ce qu'on attend de lui quand il va rencontrer l'expert, par exemple l'expert du conseil médical. Donc cette fiche est en cours d'expérimentation et elle sera disponible à l'issue dès qu'on en aura fait le bilan.
Nous avons été impressionnés par le, par le travail qui a été présenté au préalable, qui a été fait donc, par le Centre Oscar Lambret et par l'ANACT, enfin, la MEL. Et donc on s'était dit qu'il faudrait peut-être, en tout cas sur la partie communication de la pathologie par le patient ou par l'agent à son employeur. Les questions qui se posent par rapport à ça, on a trouvé que c'était vraiment bien, que ça serait peut-être bien aussi qu'on relaye ce type de choses sur notre site, c'est-à-dire comment est-ce qu'on informe ou pas, dans quelles conditions on peut le faire, et aussi sur la partie lien avec l'employeur. On estime que le lien avec l'employeur est effectivement très important. Et que les employeurs, en tout cas, je pense que c'est un peu partout, mais dans la fonction publique, en tout cas, il y en a certains qui s'imaginent qu'une fois que l'agent est en arrêt, c'est tout, il ne doit pas le contacter, même il n'a pas le droit de le contacter. Et du coup, ça pose forcément des problèmes quant à l'anticipation par rapport à la reprise. Et voilà, et donc du coup, on souhaiterait faire une affiche en tout cas, ou un petit livret qui de façon à la destination à la fois des employeurs de la fonction publique et aussi aux agents, de façon à mettre en avant ce côté, l'importance de ce contact et de ces relations entre l'employeur et la personne en arrêt. Donc du coup, là, on fait un appel... à volontaire pour travailler, en fait, c'est ça, on fait nos liens et nos réseautages en même temps, en fait. Deuxième pan d'action, toujours en lien avec nos partenaires, comme je vous ai dit, notre travail en lien avec le partenaire permet cette réflexivité et permet de toujours être plus concret dans nos expérimentations. Donc nous, on s'associe au Nouvel Institut pour travailler autour des 3 axes qui font partie de leur grand projet. Le premier axe, c'est de continuer à contribuer à la formalisation d'un diagnostic partagé sur les conditions de travail en fonction publique. Alors, on s'était beaucoup axé sur l'agent ayant eu un cancer du sein ou l'agent étant repris suite à un cancer du sein. L'idée, c'est aussi d'élargir aux questions des collectifs, aux questions des managers, aux questions du dialogue social, enfin, que ce soit des choses qui soient plus partagées. Donc, l'idée, c'est que le CDG puisse continuer à contribuer sur cette dimension-là, sur le territoire du Nord. C'est également d'expérimenter ce que je vous présenterai après, qui est la Convention d'initiative concertée, qui est un outil qui a été et qui est encore en cours d'expérimentation dans des structures du privé et qui nous semble aujourd'hui être un outil à expérimenter au sein de notre département. En tout cas, nous, on va porter ce discours-là. Et ensuite, un troisième point qui est de déployer des nouvelles méthodologies de sensibilisation auprès des acteurs du quotidien. On l'a vu, on a les personnes des équipes pluridisciplinaires qui sont de plus en plus concernées par le sujet et qui s'emparent de plus en plus des questions d'accompagnement au maintien dans l'emploi et de la prévention de la désinsertion professionnelle. Vous êtes témoin en tant que référent handicap pour certains et sur les autres dimensions du dialogue social. L'idée, c'est d'élargir également aux autres sphères de la fonction publique territoriale pour toucher vraiment tout l'écosystème et donc toucher à la fois les élus et les managers. Alors pour ça, on a la chance d'avoir un partenaire national avec une importance qui est le CNFPT, qui a cette vocation-là, nous en fonction publique territoriale, de former et faire de la prospective sur la formation pour accompagner les équipes et les modes d'accompagnement du mode de travail de demain. Donc l'idée, c'est de travailler avec le Nouvel Institut et le CNFPT sur la mise en place de sensibilisation avec l'usage d'un outil qu'on a du coup expérimenté ici aussi en interne du CDG qui était les récits stylisés, et de pouvoir du coup étendre cet outil-là, cette méthodologie-là, de l'expérimenter auprès des différentes sphères que je viens d'expliquer, élus, DRH et managers. On a également la chance, l'honneur, je ne sais pas comment on dira, d'avoir eu la confiance de nos partenaires que sont le FIPH et le Fonds national de prévention pour la mise en œuvre d'un réseau de pairs aidances. Donc un réseau de pairs aidances, c'est un réseau d'entraide finalement de personnes qui seraient en arrêt long.
donc personnes qui sont en arrêt long. Il faut savoir qu'au CDG, le nombre de dossiers traités par le conseil médical de personnes en situation d'arrêt long, c'était à peu près 1300 en 2022. On est autour de 1600 pour la fin d'année en projection. Donc sur le territoire du Nord, ça pèse. Et c'est un sujet qui est important pour nous, de pouvoir accompagner les agents qui sont isolés. Et donc, l'enjeu pour nous, c'est de mettre en place ce réseau de pairs aidants. Donc, il y aura un coordinateur qui sera disponible à temps plein sur ce projet-là pendant 3 ans pour expérimenter la mise en œuvre de ce réseau-là. Toujours dans une dimension de proximité, hein, puisque l'idée, c'est de pouvoir... On a différentes antennes au CDG sur le Nord, et donc c'est de pouvoir expérimenter sur les différentes antennes ce type de choses, et également d'avoir une plateforme numérique qui permet du coup d'accéder à ce que j'expliquais sur la souplesse et la proximité. Donc réseau de pairs aidants, ça veut dire que vous avez des aidants ayant vécu la maladie et l'arrêt long qui vont pouvoir partager leur savoir expérientiel et donc donner des tips, des ressources, mais c'est également un réseau de pairs experts. Pairs experts, donc ce seraient les chargés de mission RH, ce seraient les syndicats, ce serait un médiateur, ce serait un médecin du travail par exemple, qui viendrait également donner de l'appui, de l'information, du soutien pour permettre la reprise dans les meilleures conditions et le passage des différentes étapes. Donc là, c'est quelque chose qu'on démarre pour les 3 prochaines années à venir. J'en ai un tout petit peu parlé tout à l'heure. Avec le CNFPT et le Nouvel Institut, l'idée c'est de travailler sur les sensibilisations autour du dogme de la doctrine le travail constructeur de santé pour favoriser du coup l'émergence d'un régime du travail en santé, hein, que je vous ai expliqué tout à l'heure en démarrage. Et enfin, le contrat d'initiative concertée, donc c'est une expérimentation qui est menée dans le privé, notamment par EDF, et qui vise finalement à permettre aux personnes qui sont en arrêt long et qui estiment avoir les capacités de pouvoir occuper des missions, une activité, je ne suis pas sur un profil de poste en entier, mais on est bien sur des missions, des activités, de pouvoir finalement rendre ce que j'expliquais, le sous-cap officiel. Et donc rendre officiel le lien de confiance qu'on a avec une organisation, le lien de confiance qu'on a vis-à-vis de sa propre compétence et de sa propre valeur au travail. Donc l'idée c'est de développer, enfin en tout cas on aimerait développer le contrat d'initiative concertée. On est vraiment aux prémices de l'envie et de l'ambition. Maintenant c'est comment on s'y prend. Et donc là il faut encore qu'on creuse. Voilà, donc là on vous fait une annonce plutôt en mode ambition, quoi. Merci Christine et Cindy, on a bien entendu les messages de votre présentation et merci pour cette présentation très riche en informations aussi. Maintenant, Frédéric Lacaze, vous êtes venu de Toulouse, merci d'avoir fait le déplacement. Merci à vous pour l'invitation. Donc vous allez nous présenter ce que vous mettez en place, vous, à Toulouse, pour la mairie, mais aussi pour la métropole. Quelle a été votre réflexion pour arriver au projet Travail et Cancer ? Tout d'abord, pour planter le décor, je voudrais citer un chiffre. Le Conseil économique, social et environnemental annonce 25% d'actifs concernés à l'horizon 2025. Ça veut dire que dans la salle, il y a une personne sur 4 qui, à l'horizon 2025, est susceptible d'être concernée. Donc là, ça plante bien le décor. Ensuite, par rapport à la réflexion, ça a été une réflexion personnelle et professionnelle. D'abord lors du diplôme universitaire de référent handicap, où il y a eu la présentation de recherche doctorale de Caroline Lhomme sur le retour au travail et le maintien en emploi après un diagnostic de cancer. On en a parlé tout à l'heure, ça a fait aussi ressortir les effets secondaires que ça pouvait engendrer. Donc cette thèse plaide pour un accompagnement personnalisé. Ensuite, ça a été l'expérience de ma collaboratrice. Vous parliez des récits, ça parle. Quand quelqu'un vous dit travailler, c'est être vivante, me sentir vivante, reprendre ma vie, mettre de côté un petit peu les soins. Le travail fait partie du traitement. C'est se battre encore plus qu'en restant à la maison.
Ça a été également en 2021 une conférence qu'on a mis en place, Travail et cancer, avec le témoignage d'agents, et ça a fait ressortir des besoins d'accompagnement. Vous parliez tout à l'heure que les personnes, ils doivent gérer leur santé, mais on doit gérer aussi tout l'aspect administratif et les impacts financiers que ça peut occasionner. Et donc ça a été aussi, on a souligné aussi la difficulté de la mise en place du congé longue maladie fractionné. Ensuite, en consultant LinkedIn, comme certains d'entre vous peuvent le faire, j'ai vu que le FIP finançait un projet du nouvel institut, et je me suis dit que c'était quand même inconcevable que Toulouse, 4e ville de France, ne puisse pas y participer. Et je souhaite être ici le porte-parole de toutes les agentes et agents de la mairie de Toulouse et Toulouse Métropole qui ont travaillé et qui travaillent avec un cancer. Nous avons entendu leurs attentes légitimes, et maintenant nous souhaitons pouvoir y répondre en trouvant des solutions intermédiaires qui permettent de pouvoir travailler avec la maladie. Merci. Pouvez-vous nous parler un peu plus de ce projet par le nouvel institut? Je dirais déjà, la santé, ça ne se découpe pas en tranches. Il n'y a pas la maladie à la maison, la maladie au travail. Ce n'est pas binaire, c'est la maladie dans son ensemble. Donc il faut intégrer les différentes sphères de vie hors travail, mais également faciliter le retour au travail. Il faut chausser les lunettes du travail avec la maladie. Des dispositifs existent, comme l'ont souligné mes collègues du CDG 59, où on voit qu'on est bien en face, le nord et le sud. Voilà, il y a des dispositifs qui existent, mais ils sont souvent réducteurs, tatillons, normatifs, et donc il faut essayer d'ouvrir un petit peu le cadre, expérimenter des nouvelles choses, parce que travailler avec un cancer, ça challenge le cadre réglementaire. Il faut de la souplesse pour renouer progressivement avec l'activité professionnelle. Le congé longue maladie fractionné, ça peut y contribuer en alternant les soins et la vie professionnelle. On a échangé avec mes collègues qui gèrent, on va dire, l'aspect réglementaire, et on s'est rendu compte que le cadre réglementaire pouvait être amélioré. Donc mes collègues de Toulouse ont regardé un petit peu les trous dans la raquette. On a échangé avec les collègues du CDG 59, et on a envoyé tout ça au ministère de la Transformation et de la Fonction publique pour voir un petit peu comment on pouvait améliorer le cadre réglementaire pour faciliter un petit peu les choses. Et comme le dit très bien Yves Clos, bousculer la répartition habituelle du pouvoir pour miser sur l'initiative responsable, et il faut redonner aux personnes du pouvoir d'agir. En effet, il est important pour les personnes de pouvoir se dévoiler, d'être acceptées avec leurs douleurs et limites. Le travail, comme l'ont dit mes collègues, ça peut être constructeur de santé, et j'en suis personnellement convaincu. Et donc il y a besoin d'accepter, d'accompagner la personne qui souhaite continuer à travailler malgré la maladie, parce que ça peut permettre de pouvoir lui permettre de se battre plus facilement, de se sentir, comme je l'ai dit tout à l'heure, de se sentir vivant. Et donc il y a besoin d'ouvrir des espaces de dialogue, notamment du côté des rôles managériaux et des rôles de la fonction RH, pour analyser le travail et les transformations. Et il faut se dire humblement qu'il n'y a pas de solution universelle, mais qu'il faut tester et expérimenter. Et concrètement, qu'est-ce que vous mettez en place dans votre organisation ? Grâce au nouvel institut, on a mis en place un questionnaire auprès des agents ayant eu un congé longue maladie fractionné, pour savoir comment ça se passe, savoir comment ils ont eu l'information et comment ils sont accompagnés. Et je souhaite ici souligner que les agents ont déjà été très touchés par cette démarche, et que certains ont même fait des propositions, comme par exemple le télétravail pour accompagner la reprise. Et certains agents ont souhaité aller plus loin et ont eu un entretien avec Pascal Levé et Jacques Bermond du Nouvel Institut, que je souhaite remercier pour leur accompagnement.
Ces récits, ça permet d'identifier ce qui marche ou ce qui ne marche pas. Et il est important de savoir d'où l'on vient pour savoir où on veut aller. Et quelle va être la suite? Déjà, c'est continuer grâce à Jacques et Pascal la réflexion, et également avec le CDG 59 où on se rend compte qu'on est bien en phase. C'est expérimenter des actions comme par exemple la convention temporaire d'initiative concertée, donc je pense qu'il y a des choses à faire en commun à ce niveau-là, ou le réaccueil intégré, prenant en compte la personne, son management et le collectif d'accueil. C'est l'élargissement du CORAT. CORAT, c'est coordonnateur de retour au travail qu'on a pu mettre en place grâce à la convention avec le FIP, que je remercie pour leur aide. Ça peut être grâce à cette mission élargie éventuellement avec l'appui du réseau Comet qui accompagne le retour au travail suite à un problème de santé. C'est également travailler avec les agents qui sont passés par ce parcours pour mettre en place un réseau de pairs aidants. On est encore bien en face avec vous. Et je sais pouvoir compter sur le nouvel institut et le FIP grâce au prochain conventionnement où un axe fort est sur le retour au travail avec maladie chronique. Merci pour toutes ces informations et tous ces axes de travail à venir. Je crois qu'il y a encore du travail à effectuer. Oui. Vous pouvez les applaudir. Merci. Je pense que vous avez beaucoup de questions à leur poser. Oh bah non, ou pas. Ou pas, oui. Et ils vont rester au cocktail. Vous pourrez venir les rencontrer, réfléchir à des axes de travail avec eux. Je sens qu'ils ont beaucoup d'envie. On va continuer pour ne pas prendre trop de retard sur notre matinée. Et donc je vais inviter Ada à venir me retrouver. Pour un PMR, j'ai bouge beaucoup quand même. J'ai dû faire 10 km depuis tout à l'heure. Bon, j'étais très content de réentendre l'accent du Sud. Je me sentais un peu seul, voilà. Donc voilà. On a bientôt fini avant de donner la parole à notre présidente. Isabelle, Fleur, Nicole et moi, on voulait donner la parole à quelqu'un qui était avec nous depuis aujourd'hui, ce matin, qui a tout entendu, voilà, qu'est-ce qu'il a retenu, qu'est-ce que ça lui a inspiré, est-ce qu'il est concerné par le sujet ou pas. Et il nous semblait important d'avoir que vous ayez voilà, tout ce que vous avez dit, qu'est-ce que ça a provoqué chez certaines personnes. Et donc je vais appeler Nathalie Dubuc qui va nous donner son impression et son retour. Donc elle aura 2h33 pour le faire. Juste voilà, juste. Alors fais vite parce qu'on va manger. Non, bien. Bien Nathalie, je t'en prie. Alors je vais essayer d'être succincte parce que j'ai bien compris qu'après il y avait un petit pot. Oui. Alors déjà moi j'interviens avec deux casquettes. Ma casquette, je suis responsable du département insertion du Cap Emploi Pas-de-Calais Centre. Donc l'accompagnement des demandeurs d'emploi en situation de handicap vers l'intégration. Et j'ai été, comme vous l'avez probablement compris, victime d'un cancer du sein il y a 5 ans, presque 5 ans maintenant, puisque l'annonce était le 16 octobre 2018. Alors, je dirais un peu plus, 5 ans maintenant. Ce que je voulais vous dire par rapport à mon expérience, très rapidement, puisque c'est pas ce qui est le plus important, mais par rapport à ce que j'ai entendu ce matin, ce qui était très important pour moi, dans un premier temps, j'ai souhaité annoncer à mon équipe ce qui m'arrivait, annoncer ma maladie, déjà pour une raison simple, c'est que nous étions beaucoup de femmes, que moi j'avais été dépistée à l'âge de la ménopause, on va dire, aux 50 ans, un dépistage automatique, et qu'il ne fallait surtout pas louper le coche du dépistage. Ça, c'était vraiment la première raison pour laquelle je souhaitais en parler assez librement avec mon équipe.
J'ai eu aussi un discours extrêmement libre avec mon employeur. Alors, bon, je peux en parler avec beaucoup de bien. Il ne sera pas timide, il n'est pas dans la salle. Mon employeur a été extrêmement présent dès le départ. Il y a une phrase que je n'oublie pas. Il m'a dit dès l'annonce, en fait, de ne pas m'inquiéter, que je retrouverai mon poste tel qu'il était quand je reviendrai. Ça a été pour moi un booster important. Je suis passée par les étapes normales de traitement, donc chimio, opération, réopération, radiothérapie. J'ai repris mon travail tout de suite après la radiothérapie, en me disant que j'allais reprendre à temps plein très rapidement et que de toute façon, ça allait aller. Quand j'ai rencontré le médecin du travail, elle a doucement souri en me disant « Bon, on va quand même mettre un petit temps partiel thérapeutique. » Et très honnêtement, heureusement. La première année n'a pas été facile du tout. On a parlé de fatigabilité, de douleurs articulaires, de douleurs neuropathiques. Je n'ai pas eu de troubles de la mémoire, Dieu merci pour moi. Donc j'ai pu reprendre mon poste un peu comme avant. Donc voilà pour mon histoire personnelle et surtout ce que je voudrais souligner, le Cap Emploi, comme vous le savez, est également porteur d'un département qui s'appelle le département maintien dans l'emploi et j'ai eu la chance d'avoir mes collègues qui ont aménagé à la fois d'un point de vue technique mon poste, c'est-à-dire un siège particulier aussi en télétravail, voilà une posture, voilà un réhausse-pied, enfin voilà tout le matériel qu'il me fallait par rapport aux douleurs spécifiques que je pouvais avoir, et de manière également organisationnelle, hein, puisqu'on a organisé des temps de télétravail. Ce que j'ai entendu ce matin, si je fais le lien avec ce que j'ai entendu ce matin, m'a beaucoup rassurée. Parce que, comme je pouvais l'exprimer tout à l'heure, on sort un peu des radars petit à petit des soins, ce qui est normal. On reprend notre vie. On voit l'oncologue 15 minutes par an pour faire le point sur l'hormonothérapie. Il n'empêche que les symptômes sont toujours là. Et ce que j'ai entendu ce matin m'a rassurée parce qu'on a parlé de suivi à 5 ans. Madame Chavot a parlé notamment des 20% des personnes qui ne sont plus à l'emploi au bout des 5 ans, puisqu'en fait l'attention qui doit être portée sur l'accompagnement à la reprise du travail, c'est pas 6 mois. C'est s'il y a de l'hormonothérapie, par exemple, je parle de ce que je sais, ça dure pendant 5 ans ou 10 ans parfois. Donc les symptômes sont toujours là et il faut être toujours dans l'attention au fait que on arrive à faire correctement son travail en n'ayant pas trop de souffrance. Ce qui a également effectivement attiré mon attention, c'est ce que vous avez pu dire sur 3 personnes sur 5 qui ont des séquelles invalidantes, une augmentation exponentielle des cancers. Alors nous, en tant que Cap Emploi, on le voit. Moi, en tant que responsable du département insertion, on voit des personnes qui ont perdu leur emploi, ne savent plus vers quoi aller, ont perdu confiance en leur capacité, ont perdu confiance en leurs possibilités à faire, et qui arrivent en nous disant je ne sais pas ce que je vais faire, en plus j'ai plus de 50 ans, donc ça va être très compliqué pour moi. Donc effectivement, il y a du travail. Et d'autant plus avec le recul de l'âge de la retraite. Les personnes qui arrivent à 50, 55, 56, on arrivait à trouver des solutions un petit peu intermédiaires. Pour arriver à 64 ans, ça va être un peu plus compliqué.
ça va être quelque chose effectivement d'impactant par rapport à cette maladie. Que vous dire sur ce que j'ai entendu? Des choses très très intéressantes. Voilà, des sites que je ne connaissais pas, donc je vais m'empresser d'aller un peu plus consulter parce qu'on n'est jamais dans la connaissance de tout. Et puis j'ai entendu un intérêt commun à bien faire, à bien accompagner, à se rendre compte que le cancer aujourd'hui c'est les autres et demain ça peut être soi. Et surtout je voudrais conclure avec une phrase qui m'était chère quand j'étais malade. Le cancer c'est mon état passager, ce n'est pas mon identité. Une personne n'est pas une personne malade, c'est avant tout une personne compétente, une personne qui a plein de choses à offrir à son entreprise. Voilà, donc il faut juste faire que les conditions de travail puissent lui permettre de gérer les effets négatifs qui sont induits. Voilà, je vous remercie beaucoup. J'espère n'avoir pas été trop longue.